Ah, et on ne voit pas. Et c'est pas ça. Pourquoi on ne voit pas? Non. Oh, le fail. Le fail monumental, Yann. C'est pas grave. On va nous voir, on va nous voir. Il y a un son de Twitch là qui est en doublon par contre. C'est moi. On arrive dans un instant, on a juste un petit problème et on vous entend. Le Milan a été incroyable. On vous lit en attendant. Fais comme tout à l'heure, Yann. Ouais, normalement, ça devrait jouer. Et t'es sur la top là, t'es sur la deuxième. Ah, merde. 10 buts à Turin en 3 jours, nous dit Icegel. C'est tout à fait ça. Là, on est en blanc et là, on commence à être bon. Là, c'est Là, bon. on est bon. Yann, on voit juste ta bouche. Yeah! Théo, 7-0, le plus gros score de ma décennie en Serie A, nous dit Mérida. Bonjour à tous. Bonjour, on est 74, on va démarrer. Bon, bah, victoire historique. La stat, c'est depuis 1955 et une victoire qui est le record. Rien doublon, enlevez le son, c'est bon. Depuis 1955 et une victoire 8-0 qui est à ce jour le record de l'AC Milan. Voilà, plus grosse victoire. On va revenir, je vais reprendre la feuille de match. Je suis en compagnie en tout cas de Yann. Salut Yann. Bonsoir tout le monde. Et de Sokar. Salut Sokar. Salut à tous. Donc, une victoire 7-0. On va reprendre la feuille de match. 19e minute, Théo Hernandez servi par Brahim Diaz. 26e minute, Caissier sur penalty. Brahim Diaz ensuite à la 50e minute sur un service de Caissier. On a ensuite Théo Hernandez qui marque avec une très belle passe en profondeur de Rebic. Et puis ensuite, c'est le festival Rebic avec un triplé. D'abord, une passe décisive de Krunic qui était rentré 4 minutes plus tôt. Raphaël Leao qui se montrera très altruiste et qui offrira le doublé à Rebic. Et enfin, Krunic de nouveau pour Rebic du genou. 7-0, 2 barres. Sans parler du loupé un peu de caissier, pareil sur une offrande de Rebic, on n'était pas loin d'un score historique. On va en reparler, mes amis. Je vois que dans le chat, vous êtes chaud. Tout d'abord, on va Magnifique. revenir juste sur l'opposition. Un Torino qui a proposé aucun jeu, Yann. Ah, Torino qui était perdu, hein, puis qui a baissé les bras. Je pensais peut-être, à la limite, peut-être les voir éventuellement revenir dans la course, enfin dans la course, peut-être un petit peu dans le match, sauver l'honneur à la mi-temps. Mais ils sont revenus à la mi-temps tête baissée, bras ballants, et puis finalement, bah, c'est un Torino qui est complètement perdu, et puis un Milan qui a été pendant tout le match vraiment incroyable. Jusqu'à la fin, on n'a pas lâché, on a continué, et c'était vraiment très très agréable à voir, très très agréable pour nos supporters, pour qui on a tellement souffert pour notre Milan ces derniers temps, et là de les revoir comme ça, quel plaisir les amis. Merci pour les follow, merci pour les follow. Abonnez-vous, activez la cloche voilà, pour être au courant de quand on démarre. Je vois dans le chat Magic Mouse qui nous dit Torino, c'était niveau série B. Tu es d'accord avec ça, Sokar? C'est un non-match. Alors, il y avait des absents aussi, il faut le noter. On avait déjà dit, à partir du moment où Bellotti était absent de leur côté, il déporte tellement sur cette saison. On a l'impression que quand il n'est pas là, c'est une équipe complètement différente. Mais à ce point-là, là, c'était vraiment catastrophique offensivement dans les transitions au milieu. Ils ont de l'expérience. Ils ont quand même des joueurs qui font que normalement, le Torino, ça reste une équipe en difficulté cette saison, mais qui est quand même capable d'offrir un match de foot de niveau Serie A. Mm. Et là, vraiment, sans lui, et je ne sais pas, ils se sont sentis perdus. Il n'y avait aucune passe qui passait, aucun schéma. C'est incompréhensible. Ce genre de score, l'imaginer, et vraiment le mot est important, c'est imaginer contre des équipes promues, qui vraiment débarquent de série B où il n'y a rien, contre une équipe comme le Torino à Turin, Ouais. dans ces conditions de fin de saison, c'est vraiment, personne ne pouvait s'y attendre, personne.
C'était en 2012 ou 2013, la dernière victoire, 2012, hein, je crois, la dernière victoire de l'AC Milan à l'extérieur sur la pelouse du Torino. Donc ça faisait longtemps, c'était une pelouse qui ne réussissait pas. Là, on met 10 buts en 3 jours à Turin. On est sur un petit nuage, le Milan qui vraiment reprend confiance dans le sprint final. On va revenir un peu sur la performance des Milanais. Alors oui, il y a ces 7 buts exceptionnels. On a parlé d'une opposition très faible, mais on a su se rendre le match facile, même malgré 10 premières minutes un peu compliquées où on a l'impression qu'il n'y a pas trop de rythme, mais derrière, on a su vite faire le break, Yann. Ah oui, alors on commence le match, on voit quand même tout de suite de belles intentions, hein. Moi, le match de Rebic aujourd'hui, je pense que Sokar pourra nous en faire un petit dessin tout à l'heure. Il est incroyable parce qu'il commence directement le match où il décroche beaucoup, il reste pas devant. Ouais. On le cherche une, deux fois tout au début sur des longs ballons de Kier, on voit que ça marche pas. Et là, Rebic, très intelligemment, il va être partout sur le terrain. Il va aller sur la gauche, sur la droite, il va décrocher, il va revenir en arrière. Et il va clairement beaucoup nous aider pour mettre les buts, hein. Il est l'auteur de passes incroyables, notamment sur le penalty de Kessié pour le 2-0. Il est ensuite, il met le caviar aussi pour Calabria qui pour un millimètre ne met pas le 3-0. Et puis oui, on a une équipe qui fonce dans tous les sens. Un Brahim Diaz très très remuant, Mm. Akan qui ne cesse de permuter aussi avec Brahim. Et face à ce Torino-là, ben, il n'y avait absolument aucune chance, il n'y avait rien à faire, hein. Le danger venait de partout. Avec Théo encore qui fait un match sublime, qui met un doublé, dont le premier but qui m'a fait sauter de mon canapé, hein, je vais pas vous mentir. Donc oui, match maîtrisé de bout en bout des Rossoneri, hein, pour qu'un résultat pareil à la fin, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, ouais, je vois un peu dans les commentaires, dans le chat, la plus large victoire de la décennie. Ouais, ça fait même bien longtemps, j'ai dit 1955. Café Auge, Auge, on va parler un peu plus tard des choix de Pioli aussi, et notamment dans les entrées, parce que je trouve que autant on va en parler maintenant, tiens. Autant à la mi-temps, je suis content qu'ils sortent un Benasser, qu'ils prennent zéro risque et qu'on ne se rende pas le match difficile avec Benasser qui venait de prendre un jaune dans le milieu de terrain. Autant sur les rentrées, et notamment celle de Krunic où on gagne le match 4-0 et à ce moment-là, tu peux peut-être faire entrer un Augué ou même un Maldini. Sokar, tu as pensé quoi un peu de la rotation de Pioli? Pour toi, il n'y a pas mort d'homme ou on se dit, ouais, bon. Bah, je sais pas. Bah, si je me mets à sa place, il essaie de donner du temps de jeu aux joueurs parce que la saison n'est pas terminée. On doit assurément. Ce match-là, certes, il était gagné, mais va savoir ce qui va se passer d'ici ce week-end. S'il n'y a pas un joueur qui va se blesser à l'entraînement, quelque Hmm. chose, pour rester dans le rythme, tu vois. Balancer un Maldini sur le terrain, ça peut être vu un peu aussi comme une on va pas dire une insulte, là j'ai pas le terme qui me vient à l'esprit, mais comme un manque de respect voilà, vis-à-vis du Torino. Maldini, il n'a pas joué de toute la saison, et puis là, juste parce qu'on est en train de faire une large victoire, on le met en jeu. La saison n'est pas terminée, mathématiquement on n'est Hmm. pas qualifié, donc il faut garder les joueurs qui auront un impact dans les 2 matchs qui restent à jouer. Donc Maldini, qui soit pas rentré, bon, ça ne me gêne pas plus que ça. On verra contre l'Atalanta, dernier match, si on est qualifié, on lui donnera du temps. On Aougue, va, ouais. plus compliqué à comprendre. Ah, ok, ouais, ouais. Après, je pense qu'il a aussi voulu capitaliser et voir que, notamment un Léo qui avait vraiment très peu de confiance, il le fait rentrer. Léo se montre très altruiste en offrant ce but à Rebic, mais c'était pile au moment où je disais, bah tiens, il manque Léao un peu dans le match et il a préféré mettre Léao, peut-être pour mieux appréhender aussi le dernier match qui sera important. On va faire un point sur un peu les conditions de notre retour en Ligue des Champions. Milan qui compte toujours 3 points d'avance sur la Juventus et seulement 2 points d'avance sur le Napoli, à égalité de points avec l'Atalanta. Milan qui a quand même consolidé sa différence de but, mais ça reste insuffisant. Plus 31 pour Milan, plus 35 pour la Juve, plus 43 pour le Napoli et plus 44 pour l'Atalanta. Donc voilà, malgré cette large victoire, c'est pas là-dessus où dans un cas où 3 équipes seraient à égalité, Milan resterait quand même défavorable à ce niveau-là. Cependant, il ne nous reste plus qu'à assurer la victoire face à Cagliari, dans le cas où on veut avoir notre destin entre les mains.
en cas de contre-performance de la Juventus face à l'Inter, donc un nul ou même une défaite, la victoire ne serait même plus obligatoire. Donc, quoi qu'il arrive, le sort du Milan se jouera ce dimanche soir face à Cagliari. Si jamais Milan arrive quand même à avoir un point ou deux, et si la Juve ne fait pas le match de leur vie contre l'Inter qui a gagné 3-1 quand même contre la Roma après le carton qu'ils ont fait ce week-end. L'Inter qui reste quand même vraiment la tête haute et qui veut vraiment finir sa saison en trombe. On verra ce que ça donne face à la Juve qui a failli être menée au score dès la 12e minute avec un pénalty manqué de Berardi. Ils mènent ensuite 2-0, ils se font revenir à 2-1, donc c'est pas un match si facile que ça qu'a livré la Juve. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter un peu sur la rencontre? Peut-être les performances individuelles, on va les ressortir juste après. Je vous lis un peu dans le chat, il faut éviter la 4e place. Les gars, n'oubliez pas que c'est tour préliminaire Ligue des Champions. C'est Mais vrai. c'est vrai ça? C'est pas que les 4 sont automatiquement qualifiés en Champions League? C'est qualification directe, nous, on nous dit End Gunfight. Non, en Euh, Italie, c'est qualif direct. Hein. c'est qualif direct, hein, je crois, en Italie. C'est bien qualif direct. Le son est pas terrible, on nous dit. Alors, Euh, Est-ce que tu peux peut-être. Le son est pas terrible, dans quel sens? On nous entend pas bien? On nous entend pas assez fort? C'est pas, il n'y a pas de alors double, non. Qualif direct. Dites-nous au niveau du son. J'ai vu 2 commentaires. Ouais, il y a eu au tout début aussi quelqu'un qui disait que le mixage était pas ouf. Ouais. Je sais pas si on. Pourtant, on n'a rien touché au niveau des C'est options. bon maintenant. Non, c'est bon pour le son. Ok, parfait. Donc, on ok. continue. Donc, on va pas perdre plus de temps parce que je pense sur le contenu, c'est assez difficile tant l'opposition était vraiment déséquilibrée. On va passer dès à présent, donc avec la deuxième partie, Yann, sur les tops. Les tops. Sur les tops, il n'y aura pas de flop. Hein. Castillero, qui, même s'il est en dessous sur toute la rencontre, n'a pas fait un match dégueulasse. Et puis dans une victoire 7-0, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. En revanche, on va parler des tops et je vais te demander, Sokar, de me donner tes 3 tops. Et dites-nous dans le chat également vos tops. Eh ben, écoute, en top direct, j'ai envie de mettre Caissier pour l'impact général sur la rencontre, la maîtrise au milieu. Il a été très bien aidé par Benasser sur l'ensemble de la première mi-temps, pardon, et puis après avec Meïté qui a fait une bonne rentrée, malgré qu'il rencontre son équipe et qui participe un peu à les enterrer. On sait que Meïté, il ne sera pas racheté, hein, son option, elle ne sera pas levée par Milan, donc il va retourner à Torino. Mm. Pour d'autres joueurs, on se pose la question encore, il y avait des doutes. Certains sont peut-être en train de les, euh, de les enlever, mais pour Meïté, il y a pas trop de doutes. Mais du coup, Caissier, ouais, pour l'ensemble du match, efficacité, maîtrise, les montées de terrain qui lui faisaient défaut un peu sur ses premières années à Milan en box-to-box, ben là, il commence à les maîtriser de plus en plus. Mm. Donc en troisième Caissier, deuxième, c'est vraiment pas un joueur forcément que j'apprécie, mais là je suis obligé de le citer parce que ça fait 2 matchs coup sur coup qui nous sort une superbe performance, c'est Brahim Diaz. Il est presque en train de me faire réviser mon jugement. De base, je disais encore là, après le dernier match, il faut le renvoyer à Madrid malgré sa bonne perf. Là, il fait un deuxième match solide. Mm. Donc, pas pour l'acheter. Je suis pas pour l'acheter. C'est pas en 2 matchs qu'il vient me faire changer d'avis complètement sur Prolonger le le joueur. prêt. Mais Prolonger le voilà, prêt. c'est ça. Maintenant, une Mhm. prolongation de prêt, ben, je commence à me dire peut-être, allez, pourquoi pas. Si le gars, il est prêt à montrer cette Mm. mentalité-là pour la saison prochaine en entier, il peut sortir ce match, pourquoi pas. Donc en deuxième, voilà, Brahim, et premier, Rebic, voilà, c'est une vraie masterclass qu'il nous a proposé ce soir. Une efficacité en pointe de point de fixation. Sur la deuxième mi-temps, on l'a plus vu côté gauche se décaler. Le duo qui forme avec Théo, moi ça fait plus d'1 an que j'en parle, que c'est notre duo porteur de l'équipe quand tout va bien. Il met son hat-trick après avoir mis sa passe D. Enfin, vraiment, il m'a fait rêver. Voilà. C'est un des joueurs que je préfère dans ce Milan. Il n'est pas parfait, il a énormément de défauts, mais c'est à l'image d'un Boateng il y a quelques années, c'est le joueur qui me donne envie de regarder les matchs,
me fait plaisir et qui me rend fier d'être supporter de Milan. Et là, je suis ravi qu'ils nous sortent une performance comme ça aujourd'hui. Alors, on nous dit, il y a Mirdita qui nous assène quatrième place barragiste. Mais je Euh, suis en train je suis en train de me renseigner depuis avant, je suis en train de chercher, mais je crois vraiment que c'est qualifié direct, hein. Non, non, c'est qualification c'est directe. qualifié On est direct. d'accord. Mais oui, Bon. oui, oui. Ouais. Oh, bon, on va se Ok, détendre. On donc, a, on a du Théo, Brahim, Rebic, Kessier, Hernandez, Castillejo, Akan dans les flops, si jamais il fallait en citer. Théo, Rebic, Kessier, c'est assez, c'est assez homogène. Toi, Yann, c'est les mêmes qui ressortent du lot sur ce match-là pour toi? c'est les mêmes qui ressortent du lot. Moi, j'aurais Théo qui va rentrer qui va rentrer dans la discussion. Genre, troisième, j'ai mis Brahim, qui Hmm. pour moi, je suis aussi un peu de l'avis de Sokar, hein. J'ai toujours trouvé assez faible comme joueur. Je trouvais qu'il lui manquait vraiment quelque chose. Mais là, c'est vrai que ces deux derniers matchs, en numéro 10 là, il est autant bien capable de jouer en 10 qu'en ailier. Techniquement, c'est très très fort. Le contre-pied qu'il met à Sirigu lorsqu'il marque, c'est aussi une maîtrise technique Ouais. très 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 maîtrisée. Et sinon, il apporte une vivacité au milieu du terrain. Je retrouve le Brahim que j'avais vu lors des quelques premiers matchs qui m'avait beaucoup impressionné. Euh, et du coup, ouais, très très beau match de Brahim qui m'a beaucoup plu. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Théo. Un latéral gauche qui met un doublé pareil avec des Et buts quel doublé! et quel Quel doublé. doublé! Oh, les buts qu'ils font. Le premier est incroyable, hein, la frappe du premier. D'abord, j'ai cru qu'elle était déviée, que c'était pour ça, mais non, il la place absolument incroyablement bien. Et ensuite, le deuxième but, une petite balle piquée. Je suis pas sûr que tous les latéraux français soient capables, Et que tous même les des latéraux attaquants. Mais soient c'est capables, et ouais, même c'est des un geste attaquants, c'est d'attaquant. vraiment un geste d'attaquant de pouvoir Hmm. mettre ça, donc pouvoir compter sur un Théo comme ça, c'est une chance incroyable. Après, ben, comme dit, c'est un match où il n'y a pas beaucoup d'opposition, où il n'y a pas beaucoup d'opposition de l'autre côté, et c'est un match où il ne doit pas beaucoup se concentrer sur son rôle défensif, donc ça passe. Mais impressionnant son apport offensif. D'ailleurs, plusieurs fois, Pioli, en fin de match, va dire à Meïté, reste, quand Théo monte, reste derrière. Quand Théo monte, tu dois couvrir derrière quand Théo monte. Donc vraiment qu'il y a un schéma de jeu qui est mis en place pour laisser un maximum de liberté et profiter de cet atout de Théo dans nos situations offensives. Et ensuite, numéro un, bah, Rebic, hein, que dire, Sokar a déjà presque tout dit. Il joue avec une grande intelligence ce soir. Il met un triplé, il met des passes incroyables. Lorsqu'il se décale sur son côté gauche et qu'il commence Ouais. à partir Qu'est-ce qu'il a fait mal? dans des passements de jambes ou des contrôles, la balle lui Hmm. colle au pied. C'est du velours, c'est magnifique ce qu'il fait. Et le pauvre Bremer, bah, il s'est cassé les reins plusieurs fois en essayant de le suivre et il s'est fait complètement avoir. Donc le match de Rebic ce soir, je pense que c'est un de ses meilleurs matchs sous nos couleurs, vraiment. C'est incroyable le match de Rebic ce soir. Je vais vous poser une question dans le chat avant que j'aborde mes tops. Est-ce que vous pensez que Rebic peut être une option en tant que neuf ou alors faut vraiment, et on l'a vu, hein, même malgré qu'il a été aligné en neuf, on l'a vu beaucoup sur le côté gauche. Il met un triplé magnifique. Mais est-ce que vous pensez que Rebic peut s'améliorer après tout, c'est son poste. Il était second attaquant au Hertha sous Jovic, hein, si je dis pas de Il bêtises. était numéro 10 quand à l'Eintracht, Ouais. il était numéro 10 en fait. Il jouait Mm. derrière le duo Haller et puis et Jovic. Donc il n'était pas vraiment en pointe ou dans le duo. Il était souvent Ouais. une sorte de faux numéro 10 comme ils ont un peu en Allemagne, qui bouge beaucoup latéralement de gauche à droite, enfin surtout gauche et axe dans son cas. Mais il n'était pas ni neuf ni milieu gauche. C'était un rôle un peu particulier comme peuvent avoir comme avec Çalhanoğlu à Leverkusen, comme ont actuellement à Leipzig, comment il s'appelle le Suédois déjà, j'ai oublié, là j'ai un petit trou. Euh, Le blond, Poulsen, non, 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 non. le Suédois, oui, si, Suédois, oui, oui. là, c'est pas Euh, Sabitzer. non. Forsberg. Forsberg. Forsberg, voilà, Forsberg, Forsberg, sur exact. qui on a été pendant un petit temps, et puis Müller, même au Bayern, voilà, ce genre de faux Mm. numéro 10 qui décale sur les ailes et qui est très remuant et qui propose énormément, où beaucoup de clubs en Bundesliga utilisent ce schéma-là et ce format-là. Et Rebic, c'était un peu ça à Ouais. l'Eintracht. Voilà. Je le préfère. Ailier gauche nous dit Kierisme. Rebic a enlevé les Timberland à l'arrivée du bus à Turin. Ouais, espérons qu'il ne les remette pas face à Cagliari et qu'on assure, grâce à lui aussi, cette place en Ligue des Champions. Je pense que contre des équipes plus solides, ça risque d'être léger.
Oui, totalement, nous dit Massimo au poste de buteur. Rebic est plus à l'aise sur le côté ou en soutien. Il ne faut pas le mettre seul en pointe. Je suis assez d'accord avec ce que dit Magic Mouse. Moi, malgré voilà, ce triplé, mais on l'a vu vraiment très axé côté gauche, notamment sur les 60 premières minutes avant les rentrées de Krunic et de Leao qui l'ont repositionné vraiment buteur, mais il était assez libre sur la première heure du match. Et moi, je pense qu'il faut quand même se cantonner à un Rebic ailier gauche avec ce côté virevoltant C'est ça, voilà. qu'ils forment avec Théo. C'est sublime, on les a vus aujourd'hui. Le deuxième but de Théo, donc c'est cette passe magnifique, c'est ce passe et va entre Rebic et Théo. Et Rebic donne le ballon dans le bon tempo, Théo qui conclut ça comme un buteur. Voilà, moi, ça va être mes tops avec Brahim en troisième position parce que voilà, il confirme. Et ça faisait longtemps qu'il était complètement sorti de la rotation, Brahim Diaz. Et là, je trouve qu'il revient bien. Il envoie un signal fort aussi à Maldini en disant voilà, qu'il veut clairement rester à Milan. Je pense que le Real ne s'y opposera pas. Donc je pense qu'on s'oriente tout droit vers un prêt avec option d'achat l'année prochaine pour Brahim. Et j'en suis content dans le sens où avec des matchs de Ligue des Champions, bah, on va peut-être avoir besoin d'un Brahim pour faire souffler Akan en Serie A et contre voilà, des matchs un peu moyen ou de milieu de tableau. Et Brahim, bah, il est en train de confirmer et je suis content voilà, qu'il passe un peu ce temps d'adaptation à la Serie A. Là, il commence vraiment à trouver des espaces très intéressants. Il est d'une justesse technique, je trouve aussi. Donc, il apporte vraiment des ballons intéressants. Donc, voilà, je suis satisfait du rôle de Brahim Diaz dans cette fin de saison. Et puis ensuite, voilà, le doublé Théo Rebic, exceptionnel. Théo qui envoie un signal fort à Deschamps. J'espère que Deschamps n'était pas sur la pétanque sur l'équipe 21 pendant le match, mais ou devant le match de Rabiot qui a marqué aussi avec la Juventus. Peut-être pas qu'il était sur Beansport 8, Deschamps, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, voilà, il verra que Théo Hernandez a mis un doublé. Ferland Mendy s'est blessé, hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne sais plus la gravité de la blessure, mais voilà, peut-être que ça peut entrevoir une petite porte par laquelle pourrait se glisser Théo Hernandez. Si Milan va en Ligue des Champions, ça fait quand même deux signaux forts, une saison d'un défenseur gauche à 7 buts, plus une place en Ligue des Champions où il a un rôle majeur. Est-ce que vous pensez que avec voilà, Mendy blessé, pas sûr pour l'Euro, voilà. Est-ce que vous pensez que grâce un peu à ces pépins physiques de la concurrence et à cette belle fin de saison que nous propose Théo Hernandez, on a déjà un peu abordé la question dans l'émission Face à la Juve, mais est-ce que vous pensez que il peut peut-être prétendre à se glisser dans cette liste des 26 à présent? Vous voyez un nouveau Ce 10 que- l'année prochaine, genre un Ziyech. Soka, Ouf. Tarek nous demande, vous voyez un nouveau 10 l'année prochaine, genre un Ziyech? Moi, ça me ferait rêver un 10. Il y a un 10 qui me fait rêver depuis bien longtemps, hein, vous le savez, pour Moi, moi à j'aimerais bien Milan. Sabitzer, moi. Ah, moi, c'est Luis Alberto. Luis Alberto, Ah ouais. ce serait un rêve pour moi de le voir. Il connaît déjà bien la Serie A. Après, il est très cher, mais je trouve au niveau des touchés de balle, au niveau des petits ballons pour trouver des joueurs en profondeur, que ce soit, je le trouve vraiment excellent, excellent, Luis Alberto. Donc, ce serait vraiment un de mes rêves en 10. Après, est-ce qu'Akan, en nous voyant aller en Champions League, ne va pas prolonger et rester? Oui. Mm. Je pense que Kakan va rester. En plus, un autre petit signal qui me fait penser ça, c'est que lors de la présentation des maillots cette semaine, dans les vidéos et les photos, Akan était de la partie, pas Mm. Donnarumma d'ailleurs, Mm. mais du coup, je me dis que ça. Je pense que si on se qualifie en Champions League, Akan va rester parmi nous. Ouais, Dans le cadre de ta question sur le numéro 10, là, je pense que Luis Alberto, c'est vrai que c'est un très bon joueur, mais je pense vraiment que la Lazio ne fera absolument aucun cadeau à un Ah non, c'est rival, clair. que ça reste pas une option envisageable, je pense, pour nous. Moi, mes deux grands favoris, c'est en tout premier, De c'est Paul. Lucic du CSKA, en option ratio de talent et de comment dire, faisabilité sur le mercato pour 20-25 millions, on peut le rapatrier. Et il a largement le niveau déjà pour concurrencer et puis même mettre pour moi à Cannes sur le banc. Et une autre option que je pense tout à fait faisable également, étant donné nos relations avec le Real, c'est un prêt de Odegaard, le Norvégien, qui ne restera pas à Arsenal vu qu'il Mm. veut jouer la Ligue des Champions. Donc son prêt ne sera pas prolongé. Il n'y a pas forcément de place pour lui au Real. Enfin, ça se C'est pas décidera, bête, ouais. etc.
Et je pense qu'on a moyen, pareil, de se faire prêter ce joueur. J'imagine pas une option, mais je pense vraiment qu'Odegaard, avec les moyens qu'on a, on n'aura pas forcément les moyens de tout renforcer et d'acheter des joueurs. On va encore cet été se diriger vers des prêts et que Odegaard, c'est vraiment une vraie solution en tant que numéro 10 pour nous à envisager. C'est pas bête, de garde. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat pour peut-être avec un AOG, une connexion norvégienne, et puis bon, Et puis on a après, pas. dans un an, on fait péter la clause de De Haaland. Et Haaland. puis voilà. Ça, Après le trio suédois, le trio néerlandais, on se fait un petit mm. trio norvégien et on marque une nouvelle page de l'histoire. Haaland, c'est s'il y a projet Super League et que Dortmund n'en fait pas partie, mais bon. En tout cas, voilà. Donc, nous, dans les tops, on est un peu près tous d'accord. 4 noms qui ressortent: Kessié, Brahim, Théo et Rebic. On va passer à présent, messieurs, au débat du jour. Un débat du jour qui va être sur la blessure de notre géant suédois et plutôt son rôle la saison prochaine. Alors, à quoi s'attendre de Zlatan Ibrahimovic et surtout quel rôle lui confier en amont de la saison, Yann, selon toi? C'est difficile à dire parce que autant sur le terrain, il est indispensable pour moi. Dans les matchs où il est là, bon, ce soir, il n'était pas là, mais dans les matchs où il est là, on voit clairement la différence. Il a un poids sur les attaques que je pense qu'un Rebic, on parlait de ça tout à l'heure, est-ce que Rebic est un numéro 9? Je pense que Rebic peut pas avoir ce même poids contre une Juventus, contre un Mm. Inter, comme on a un match aller. Un Zlatan, comme ça, là devant, il a un poids incroyable. Après, le fait qu'il soit toujours blessé, c'est vrai que ça nous met dans une situation quand même assez délicate parce que notre jeu est quand même assez axé sur le jeu de Zlatan. On a vu Mm. en début de match ce soir, on cherche vite les longs ballons, de trouver notre attaquant de pointe, notre tour devant de la tête. Et lorsqu'il est pas là, ben, on est vite perdu. Du coup, ben, pour moi, il faut clairement essayer de chercher Un un profil. attaquant, un profil similaire. Ce qu'on a voulu faire avec Mandzukic, je pense cet hiver, hein. C'est Mm. clairement ce qu'on a voulu chercher, aussi un profil un peu similaire à Zlatan, si c'est avéré que c'est un immense flop. Mais il aura une place dans notre équipe très certainement très importante, mais il faudra calculer que physiquement, ça tient pas toute une saison. Physiquement, il aura encore des pépins, c'est sûr. Ça va pas s'améliorer avec le temps selon moi. Et donc, il faudra lui trouver une doublure fiable, un joueur capable d'un peu occuper ce rôle à la Zlatan. Et là, ben, je laisse le chat décider ou donner des idées. Moi, j'ai Vlahovic toujours en tête qui me plairait Toujours. bien. Mm. Je vais poser la question à Soccer. À quoi s'attendre et quel temps de jeu tu penses que Zlatan va avoir plus du temps de jeu le mercredi et le mardi en Ligue des Champions, dans le cas où on est en Ligue des Champions, ou alors plus de la Serie A, que tu le vois comment enchaîner les matchs la saison prochaine et avec quel rôle? Le rôle, ça va être le leader. Il restera titulaire, quelle que soit la personne qui arrivera. C'est un monstre sacré et dès qu'il est fit, nous apporte énormément. Cette semaine, là, justement, avec cette nouvelle absence, là, aujourd'hui, puis la fin de quasiment, je crois que sa saison a été annoncée Je crois comme que sa terminée, saison, hein. ouais, je crois que sa saison est Voilà. terminée. Mm. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit, oui, c'est un peu comme Neymar à Paris, il n'a pas joué énormément de matchs. Alors oui, au final, il a joué beaucoup moins de matchs qu'espéré cette saison, mais sur les matchs où il est présent, c'est-à-dire 19 matchs avec lui en Serie A, la moyenne de Milan de points, c'est 2,52. Mm. 48 Mm. points sur les 19 matchs qu'il a joués. Ouais, 2,52, c'est c'est un monstrueux. rythme Ouais. énorme. C'est Mis à monstrueux. l'échelle d'une saison entière, c'est une saison, alors ça reste farfelu, Mm. mais voilà, à l'échelle, ça fait 96 points. Mm. Ça fait, voilà, quand il est là, il transforme l'équipe offensivement. Et on a bien vu sur la période creuse de Milan, janvier, février, mars, Mm. quand il n'était pas là, quand on devait magouiller et foutre Rebic ou Leao et puis changer à chaque fois les compos en pointe, et ben voilà, on a coulé complètement. Donc le leader, ça restera lui. Tout dépendra de son état physique. Maintenant, il faut voir aussi qu'il a accepté de baisser son salaire pour la saison prochaine. Il a renouvelé avec une Ouais. base fixe qui n'a pas été dévoilée, mais qu'on sait en dessous, bien en dessous de ce qu'il touche actuellement, et que la partie qu'il amènerait à son salaire actuel, c'est une prime à la présence, une prime de match, voilà, en fonction Mm. du nombre de matchs qu'il a joué. Donc, on connaît le professionnel qu'il est. Il fera en sorte d'être en forme, de pouvoir jouer le maximum de matchs. Entre les compétitions, je pense qu'il n'y aura pas de préférence. Il n'y aura pas un Mm. Zlatan animé forcément plus en Serie A, plus en Ligue des Champions. Il jouera les matchs importants et quand on aura besoin de lui, quand il sera fit, ce sera lui le titulaire.
Et on aura, espérons-le, un joueur à faire entrer à la 60, 70e pour le faire souffler ou qui jouera titulaire quand il ne sera pas OK. Ouais, il loupera des matchs. Il loupera Voilà, des un matchs. vrai Je bon le vois. joueur et voilà, on le fera souffler, on s'adaptera. Il aura 40 ans l'année prochaine, ça Mm. va être énorme. Il ne pourra pas se déplacer. Déjà, on le voit entre la saison dernière et cette saison, son impact en termes de déplacement, de physique, etc., Ouais. c'est pas la même chose. Il est beaucoup plus statique et dans un rôle de pivot et de renversement de jeu, d'organisation, plus que c'est pas le gars qui va sprinter, etc. Mm. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles. On ne va pas avoir Mbappé, Haaland, c'est pas parce que c'est Zlatan. Voilà, on va s'adapter. On recrutera quelqu'un qui est capable de faire son boulot. Voilà, moi, tu vois, Yann parlait de Vlahovic. Moi, mon rêve en termes de statut, etc., ça reste Belotti, je pense, qui connaît la Serie A et qui pourra largement faire le taf. Mm. Dans un autre style, après, j'aimerais bien qu'on recrute un Malen, mais voilà, pour un Daniel Malen ou un Myron Boadu. Mais Mm. pour moi, le Du PSG, Belotti, ouais. ça reste la meilleure solution pour la saison prochaine. D'accord. On a dans le chat Vlahovic peur d'un flop à la Piatek. Mais Piatek, c'était pas un flop jusqu'à ce qu'il prenne le numéro 9. Et moi, j'espère que Vlahovic arriverait avec le numéro 7 de Castillero dans l'idée. Et puis, Vlahovic, qui est un fan de Zlatan, qui est, voilà, c'était l'idole de jeunesse de Vlahovic. J'aimerais bien qu'il le prenne sous son aile. Ils ont un profil similaire, 1,90 m, Vlahovic. Un peu le même gabarit que Zlatan au début de carrière, assez rapide, qui n'hésite pas à prendre la profondeur non plus. Moi, je vois bien ce genre de joueur prendre la relève. Vlahovic, c'est bon, mais encore une fois, on ne prend pas en compte que l'année prochaine, on sera en Ligue des Champions. Du moins, on en a un pied. Je vois pourquoi ne pas envisager une permutation Colombo et Ibrahimovic. Alors ouais, Colombo, dans le cas où on revient en Ligue des Champions, je Non, Colombo, pense, faut oublier, hein. ouais, faut oublier. Faut oublier Mais complètement. même pour la Serie A, il n'est pas prêt, il n'a pas le niveau, on l'a vu. Hmm, Il a pas, c'est pas, il a pas un profil d'attaquant moderne qui peut vraiment réussir. Il aura une carrière, voilà, comme ses équivalents qu'on a sortis du centre de formation il y a pas si longtemps que ça. ouais. Même pour moi, Coutronnet, on voit ce qu'il fait, et pour moi, Coutronnet est bien meilleur que Colombo, hein. Colombo, Hmm. pour moi, il n'aura même pas la carrière que fait Petagna, par exemple, qui reste il fait une petite carrière En tranquille, Serie A, voilà, ouais. en Serie A. Pour moi, Colombo, il n'atteindra même pas ce niveau-là, donc faut pas Hmm. espérer quoi que ce soit de lui. Le retour des Tifosi à San Siro, ça va être quelque chose, nous dit Rossonero à 08000. Mais alors en Ligue des Champions, si qualif, achetez vite vos places, les gars. Merci pour les follow encore. On est à 293 sur le compte qui ne fait que grandir. On va bientôt atteindre les 300. Je ne sais pas si on peut le faire d'ici ce soir. Ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à nous follow. Activez la cloche pour pas louper les débuts d'émissions qui sont souvent direct après les matchs. On continue. Après, c'est une question de temps de jeu, de confiance. Regardez Calabria. Pourquoi avons-nous vendu Coutron? Je me pose aussi la question. Coutron, surtout qu'à cette époque-là, c'était pour garder André Silva pour un Higuain, pour faire de la place à un Higuain aussi. Coutron, c'est dommage. Il avait cette grinta qu'on ne pourrait pas lui enlever. Moi, je pense qu'il aurait pu encore grandir à Milan et s'améliorer pour avoir un niveau tout à fait correct de Serie A parce qu'il montrait de belles choses, hein, les saisons sous Gattuso. Voilà, maintenant il fait un peu le globe-trotter à Wolfsburg, à Valence, à la Ouais, il a s'imposer Fiorentina. hein, quand même, hein. Ça rejoint un peu. Voilà, c'est un joueur qui a de la Mm, grinta, qu'on a adoré aimer. Voilà, sa motivation quand il allait chercher les ballons après ses buts. Le gars, il a un mental très fort, mais il n'a pas les capacités Mhm. techniques qui vont avec, malheureusement. Moi, mm, j'adorais le joueur pour ce qu'il représentait, mais en étant purement, pleinement objectif sur son niveau et son potentiel, c'est mm. pas un joueur sur lequel on pouvait compter à Milan, en tout cas pas sur un Milan de taille Ligue des Champions. Yann? Ouais, moi je suis complètement soccer là-dessus. Qu'est-ce que j'adorais Coutronnet, qu'est-ce que j'adorais entendre le speaker à San Siro crier son nom quand il est rentré sur le terrain. Mais pour moi techniquement il manquait quand même. La grinta c'est quelque chose, mais quand t'as la grinta mais que techniquement ça suit qu'à moitié, bah oui, t'es l'idole des supporters. Oui, les supporters m'ont acheté tes maillots, mais je pense que dans un Milan qui avait comme objectif de retourner en Ligue des Champions, malheureusement pour moi, Cutrone n'a pas le niveau.
On va se pencher avant de finir l'émission sur la prochaine rencontre et le match face à Cagliari. Je regarde un peu la série Cagliari qui est sur une très bonne série, qui n'a pas perdu depuis 6 matchs. Elle est sur 4 victoires et 2 nuls sur les 6 dernières rencontres, après avoir enchaîné notamment 4 défaites auparavant. Il leur reste 2 matchs, nous, la semaine prochaine, et puis un match face au Genoa. Cagliari compte 5 points d'avance sur la zone de relégation. Donc leur maintien n'est pas assuré. Mais quand on voit une série de 6 matchs, est-ce que Sokar, tu n'as pas peur et vous n'avez pas peur dans le chat voilà, que la rencontre de ce soir, finalement, même si on a planté 7 buts, bah, que la différence ne soit pas trop grande avec ce qu'on va rencontrer dans 3 jours avec Cagliari qui reste donc sur 6 matchs sans défaite. Ça sera un vrai match piège parce que voilà, on voit qu'à Gary, on peut se dire effectivement, équipe plutôt bas de tableau, qui Mm. s'est battue longtemps pour éviter la relégation, etc. Mais là, qui est sur un rythme, comme tu le rappelles, excellent. Voilà, c'est 14 points sur les 8 derniers matchs. Ça en fait la huitième meilleure équipe sur les 8 derniers matchs là, Mm. de Serie A. Donc, non, il ne faut vraiment pas penser que ça va être un match assurément gagné. Il va falloir batailler. Je compte sur les joueurs, étant donné la mentalité affichée là, sur les 2 derniers matchs, pour qu'ils fassent le boulot. Pas de souci, mais voilà, il ne faut pas penser que ça y est, la Ligue des Champions, c'est fait. Maintenant, en parallèle de ce match-là, il y a un autre match qui sera presque plus capital pour nous que le match qui nous concerne directement. C'est le fait que la Juve joue contre l'Inter. Mm. C'est peut-être ce match-là, même si nous, on fait un résultat décevant ou pas à la hauteur contre Cagliari, peut-être que c'est les cousins qui vont nous sauver la mise et qui vont nous qualifier en Ligue des Champions Ouais, en allant battre la Juve. perdre. Ouais, Donc, ça ouais. va être évidemment, il faut qu'on fasse le boulot. Je pense que la défaite est forcément à éviter. Mais même un nul, à la limite, ce ne serait pas catastrophique. On peut aller chercher la victoire, hein. Franchement, avec l'état d'esprit montré actuel, les joueurs, etc., ils auront à cœur d'aller se qualifier par eux-mêmes. Mais je ne suis pas forcément plus inquiet que ça, dans le sens où voilà, la Juve a encore ce match très important à jouer. Si la Ah, Juve bat l'Inter, bon, je ne sais pas si les matchs se jouent le même jour à la même heure. J'ai pas été checké. si. C'est ça? Tous Ouais, à en parallèle. 20h45, ouais. Bon, bah, du coup, voilà, les joueurs pourront pas se reposer sur leur laurier voilà, en se disant la Juve a perdu, la Juve a fait ci, a fait ça. Voilà, ça sera en parallèle. Donc, dans tous les cas, il faut aller chercher le meilleur résultat possible. Et voilà, je pense que les joueurs le feront. Yann, Mhm. ton avis, notamment sur nous, l'équipe qu'on va aligner, Salmakers de retour, Castillaro out, du coup, on s'alignerait vers quoi comme tactique à ton avis? Ouais, je pense qu'on va clairement, pour moi, le plus logique, ce serait de réaligner obligatoirement Akan et Brahim au milieu du terrain, hein, qui permutent incroyablement bien. J'adore Mm. vraiment c'est un duo que j'avais un peu critiqué en début de saison, où je disais qu'ils se marchaient souvent dessus lorsqu'ils étaient les deux sur le terrain. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans des petites permutations, dans des petits espaces avec des 1-2, je les trouve très très intéressants. Je l'avais déjà souligné lors du match face à la Juve. Et vraiment, j'espère les revoir sur le terrain aujourd'hui. Et sinon, je pense qu'il faut notre équipe type, hein, avec malheureusement Zlatan qui sera pas là. Je pense que c'est Rebic qui a fait ses preuves ce soir et qui va prendre le poste de numéro 9. Et Salmakers qui va reprendre sa place à droite à la place du regretté Castillero. Euh, mais sinon, bah, comme l'a dit Sokar, hein, faut qu'on. Moi, je regarderai pas trop les matchs, même si oui, c'est clair qu'on a cette grosse rencontre entre la Juve et l'Inter. Mais pour moi, il faut se concentrer, arriver comme des morts de faim sur le terrain et Mm. remporter les 3 points et les fêter après notre victoire, fêter une qualification dans la Champions League après une victoire qu'on serait allé chercher nous. Ça serait pour moi plus beau que d'attendre que nos cousins aillent gagner face à la Juventus. Très bien. Je vois que les matchs ne sont pas à la même heure, c'est ce qu'on nous dit dans le chat, hein, c'est ça? Désolé pour les petites mises. Ouais, Yann, Ouais, moi j'ai dis-moi. juste une réaction par rapport au chat parce que j'ai vu quelques horreurs tout à l'heure où ça comparait Cutrone avec Inzaghi, ça m'a mis Inzaghi. Inzaghi n'était pourtant lui aussi pas technique. Euh, les amis, la technique d'un attaquant pour moi c'est pas forcément qui va faire des passements de jambes, des sombreros, des choses ça. Mm. Technique, il y a tout ce qui va avec, il y a le placement, il y a les appels de balles et comparer Inzaghi avec Cutrone,
c'est très dur ce que vous êtes en train de faire là, parce on parle d'une dizaine de mondes de différence, je pense quand même. Et un Inzaghi, c'était pas le joueur qui allait vous faire des roulettes, des sombreros ou des petits ponts, mais techniquement, mettez-le devant n'importe quel gardien, il pouvait vous la mettre, que ce soit de la tête, du pied, du torse, du genou, du Mm. tibia. C'était pas forcément toujours incroyablement d'une beauté incroyable quand il faisait des reprises de volée ou ça, mais Mm. techniquement, Inzaghi, il faut quand même se rendre compte que c'était un joueur au-dessus de la norme. Ce qui est je viens de refaire un point sur le calendrier, donc mea culpa, le match Juve-Inter ou Inter-Juve a lieu le samedi à 18h. Donc voilà, un jour avant nous. Donc en cas de défaite de la Ah, Juve, on peut arriver, entre guillemets, les mains dans les poches, puisque même en cas de deux défaites, la Juve ne pourrait nous passer devant. Je crois il y a que le Napoli qui pourrait passer devant. La Lazio est trop loin, non? Lazio, Si je c'est dis pas. fini, ouais. Voilà, euh, donc c'est ça. Donc voilà, il y a ce match-là. J'ai vu Tarek dans le chat. Contacte-nous sur l'adresse milanactu @gmail.com. On cherche notamment un CM Instagram. Voilà, si jamais tu veux venir en privé, tu es bienvenu ou sur le compte Twitter de Milan Actu dans les DM. Lazio a un match de retard. La Lazio, s'il gagne tout, il nous passe devant si on ne gagne pas. Donc, victoire impérative contre Cagliari. De toute façon, au vu de la série et et de de la ces deux mentalité matchs, aussi, ouais. la Non, ouais, mais mentalité, je ne vois pas Milan passer et prendre une défaite à domicile face à Cagliari. Je pense qu'il y aura un accueil phénoménal des supporters aux abords de la rencontre qui mettront à coup sûr les joueurs dans le match. hmm. Voilà, messieurs, on a assisté à une soirée historique. Voilà, un 7-0. Je pense que personne n'était né la dernière fois que l'AC Milan a produit un tel match avec autant de buts d'écart. La Lazio a encore 3 matchs contre la Oui, Talenta non, sur mais mathématiquement, la Lazio, c'est pas mort Hmm, encore, si vous voulez, mais ça fait déjà depuis le match avant la Fiorentina, j'en avais déjà parlé la dernière fois, quand on avait fait une émission ensemble, j'avais dit la Lazio, c'était statistiquement out, et ça ouais. s'est vérifié. Là, même s'ils font leurs 3 matchs, ils ont la Roma, ils ont le Sassuolo, faut pas croire que la Lazio, avec leur qualité actuelle et ce qu'ils font, ils vont pouvoir se qualifier. Statistiquement, mathématiquement, c'est faisable, les gars. Statistiquement, c'est impossible. C'était déjà impossible avant le match contre la Fiorentina. Ils ont perdu 2-0 avec Vlahovic et ça l'est encore moins maintenant. Faut pas croire Ouais. que la Lazio peut nous gêner dans la qualif. Voilà, merci beaucoup, messieurs. On va se retrouver du coup dimanche, toujours en direct pour, bah voilà, peut-être ce qui sera une émission spéciale Ligue des Champions, parce que dans le cas où on se qualifie face à Cagliari, je vous avoue que le débrief du match, on en aura un peu rien à faire et qu'on se projettera un peu avec des étoiles plein les yeux vers cette compétition qui nous échappe depuis tant d'années. Merci à toutes les personnes qui ont montré votre présence dans le chat. Là, on a été à environ 80 tout le long de l'émission. Mhm. Merci à vous. Et puis, ouais, voilà, on sortira de champagne, nous dit Kéris. Bah, sûrement, Et sûrement. On pas que fera le peut-être tomber les champagne, je maillots. pense. Ouais. Et pas que le Voilà, champagne. voilà. Merci beaucoup. Et puis, Forza Milan, bonne soirée à tous. Ciao à tous. Ciao à tous.